Good morning, everyone. Thank you for being here. Bonjour à tous, il me fait grandement plaisir que vous soyez ici. I'm quite Sylvain mentioned. Et tel que Steven a dit, j'étais en déplacement international. Je viens de revenir avec le conseil de gouvernance en Asie, puis je vois Margaret qui est aussi là ce matin. Et de même, j'ai suivi le gouverneur général dans sa visite d'État au Rwanda pour commémorer le 25e anniversaire du génocide du peuple Tutsi. Et donc, où est-ce que nous en sommes au CRD? Il y a 2 années de cela, FEN, et où se trouve FEN? C'est là que vous êtes venu nous voir. Et au milieu d'un grand questionnement quant à ce que le monde devrait entreprendre face à la crise des réfugiés au monde. C'est un sujet épineux, ça le reste encore. Le CRDI regardait cet enjeu au Liban, en Jordanie et en Afrique, en Asie. Et nous essayons de voir quel aurait été notre prochain engagement dans ce domaine. Au lieu de faire tout le travail à l'interne nous-mêmes, nous nous sommes dit quelle bonne opportunité il nous est ainsi donné avec le CIGI, avec vous, avec Paul, avec Affaires mondiales Canada. Nous allons prendre le risque. Quel risque? Le risque de trouver de nouvelles solutions quant à la gestion de cette crise, comment les éviter, comment être plus efficace et comment sortir du train-train quotidien. Au vu de la montée de ces chiffres, et ça continue à l'être, nous nous sommes dit que si nous ne traitons pas de cela, nous continuerons à faire face à une crise d'une proportion gigantesque. Et si nous ne trouvons pas la bonne solution pour mitiger, nous allons laisser beaucoup de personnes pour compte. Et nous tous qui travaillons dans le développement international ou dans les affaires mondiales ou dans la recherche pour le développement, nous voulions nous assurer que nous ne laisserons personne de côté. Les réfugiés n'ont souvent pas de voix. Ils sont souvent en transition dans des situations catastrophiques. Leur perspective n'est souvent pas entendue. Les femmes, les enfants font partie de cette image. Et si nous voulons faire des progrès, nous savons de nos années de travail qu'il est important de travailler de manière collaborative, holistique et non pas dans des divisions sectorielles. Donc, il faut que plusieurs intervenants se retrouvent. Et raison pour laquelle le CRD s'est trouvé en situation de bailleur de fonds, mais aussi en position de travail avec un groupe de collègues pour vous appuyer. Je crois que Paul et Fen ont fait un grand coup quand ils ont demandé à l'honorable Lloyd Oxworthy. Lloyd, merci de votre présence. Vous étiez là, d'ailleurs, il y a 2 ans. Et c'est un grand plaisir de vous revoir ici afin de regarder à la conclusion de vos travaux. Et aussi, nous entendrons parler de ce rapport qui a été produit, qui a été conçu à travers une grande consultation de par le monde et qui lance un appel à une meilleure gouvernance, à la réponse à la crise de réfugiés, qui lance un appel pour plus de fonds et plus d'imputabilité, qui lance un appel pour un réseau plus souple, plus efficace, composé de donateurs, de sociétés civiles, de réfugiés et d'universitaires pour entendre la voix des réfugiés et des personnes déplacées en interne pour que nous voyons tout cela dans le rapport dont nous entendrons parler aujourd'hui. Cela lance un appel pour qu'il y ait un réseau de femmes dirigeantes du monde qui se retrouveront dans le cadre du réseau national d'action. Raison de notre présence aujourd'hui, votre expertise, toutes vos contributions, la contribution de vos collègues vous amène aux avant-postes et le CRD est très content d'être associé à cette initiative ainsi que Affaires mondiales Canada. Et je lance un appel à Alexandra Mackenzie pour qu'elle puisse nous faire des déclarations en ce moment. Et Alexandra Mackenzie est directrice du département humanitaire et d'assistance alimentaire. Alexandra, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Je crois que vous avez tout dit
très, très bien. Donc, je ferai en sorte que ma déclaration soit assez brève. Here. I was actually here 2 years. Il est très bien d'être ici après avoir été des vôtres il y a 2 années. Et c'est merveilleux de voir la progression ainsi acquise depuis 2 années. J'ai hâte d'entendre la rétraction du panel. C'est une belle journée pour entendre cet appel à l'action qui vise à transformer le système d'accueil, de gestion de la crise de réfugiés. Nous regardons que 68,5 millions de personnes, plus que 25 millions de réfugiés qui sont déplacés par force dû au conflit, dû à la persécution ou à la violence globale. La raison pour laquelle le Conseil mondial pour les réfugiés joue un rôle très important. Nous sommes tous attachés à la protection, à l'assistance des personnes déplacées et des PDIP. Le gouvernement du Canada se veut une voix forte pour faire face au déplacement mondial forcé. Tel que vous le savez, le Canada est très impliqué dans la Convention mondiale sur les réfugiés qui a été signée en 2018. Nous croyons que ce contrat est un pas en avant et qui inclut des mesures que, si mises en application, vont répondre de manière plus efficace à la crise des réfugiés. Reconnaître qu'il reste encore d'importantes étapes à franchir afin d'atteindre nos objectifs et d'apporter les changements réels dans la vie des personnes déplacées. So despite our best efforts, current levels of humanitarian funding. Pour faire cela, nous avons vu que le financement est souvent en manque pour répondre aux besoins des personnes forcées et déplacées. Et pour arriver à nos fins, il faut penser en dehors des sentiers battus pour arriver à des pratiques qui répondent aux besoins des personnes dans le plus grand besoin. Raison pour laquelle nous appuyons le Conseil pour les réfugiés. Pendant près de 2 ans, sur cette question de comment améliorer le régime international de protection des réfugiés. Sous le leadership de l'honorable Lloyd Axworthy, bien sûr tout le monde le connaît, mais aussi de Jakaya Kikwete, l'ancien président de la Tanzanie, de Hina Jelani, militante dans le domaine des droits de la personne, et de Rita Susmuth, ancienne présidente du Parlement fédéral allemand, le Conseil regroupe des leaders d'opinion de divers secteurs. Indeed, these councillors were deliberately selected for their convening. Et en effet, ce groupe est connu pour son expérience dans la société civile, leur connaissance de l'international, ainsi que leurs antécédents socio-économiques. Ce groupe équilibré d'un point de vue du genre a apporté plusieurs perspectives et qui mènent à ces recommandations dont nous allons discuter ce matin. Nous sommes contents d'appuyer le CMR à travers le travail entrepris il y a 2 années. Cela est un engagement à cette Convention mondiale pour les réfugiés. En culmination de ce travail, l'appel à l'action est très important qui appuie le partage équitable de la responsabilisation dans la crise des réfugiés ainsi qu'un discours équilibré. Ce rapport met l'accent sur la contribution des réfugiés dans les pays qui les accueillent et à leur propre pays. Au Canada, grâce au travail de la société civile ainsi que de plusieurs organisations, l'installation des réfugiés reste un enjeu critique à notre pays. Oui, Une chose à faire, mais reconnaissons que ce n'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Ce n'est que lorsque les citoyens et leur gouvernement feront le choix de l'inclusion que tous pourront pleinement bénéficier de ces avantages économiques, sociaux, culturels et démocratiques. Dans un contexte où les défis sont grands et une coopération accrue est nécessaire, la protection des réfugiés et des personnes déplacées suscite des préoccupations croissantes. Dans ce contexte, les initiatives comme le Conseil mondial pour les réfugiés apportent des contributions précieuses au dialogue international. So not only has the Council's work led to innovative thinking, le travail du Conseil a mené à une réflexion innovative sur les déplacés et les réfugiés. Cela nous a mené à une coopération en engageant les acteurs non étatiques à cela, ainsi que dans ce cadre se trouvent les institutions technologiques et autres. Et ainsi, nous répondons aux besoins des réfugiés, appelant ainsi aux différents acteurs pour contribuer et mener à une réponse plus progressiste aux problèmes des réfugiés. Et
Cela s'applique aux acteurs de tous les parcours de vie afin d'avoir des progrès concrets pour les personnes déplacées. De là que ce soit tellement important que vous soyez tous ici aujourd'hui. On va voir la discussion des panélistes aussi. Et on s'engage à travailler avec le CMR, mais aussi avec les sociétés de la société civile canadienne, les organisations de la société civile canadienne. Merci beaucoup. Ce sont les remarques du gouvernement et je vais donner la parole à Dr. Hans Fun, qui était, comme vous le savez, qui travaille à CG, mais aussi qui est directeur du Conseil mondial des réfugiés. Merci beaucoup. Merci à votre discours si aimable. J'aimerais vous remercier à vous et votre équipe avec qui on a travaillé de très près pendant ce processus depuis le début. Jean, votre soutien, votre leadership, le soutien de vos collègues a été vraiment critique et a eu une influence majeure dans le succès de ce rapport, de là que nous soyons ici aujourd'hui. Quand on l'a lancé, ce projet à l'IDRC, ou le CRDI plutôt, nous savons tous que c'est le leader dans la recherche, dans le développement, dans le réseautage mondial, et nous n'aurions rien pu faire sans le CRDI. Il y a des copies du rapport à l'extérieur et je vois qu'il reste quelques copies. C'est disponible aussi en ligne si vous voulez le télécharger. Vous savez certainement qu'il n'y a pas, il y a énormément de rapports dans le monde, donc pourquoi considérer celui-ci important? Eh bien, avant que je ne présente le Conseil, permettez-moi de vous donner une ébauche ou un aperçu de ce qui nous a mené à penser et à établir ce rapport et nous vous invitons à le lire. D'abord, la qualité des personnes dans le Conseil et aussi l'équipe de recherche et de soutien, 25 personnes, 5 continents, des anciens chefs d'État, mais aussi des représentants de la société civile, des réfugiés eux-mêmes, un lauréat du prix Nobel pour la paix, qui a eu un rôle très important et qui, bien sûr, a mobilisé les personnes dans le continent subsaharien africain, avec le président Kikwete, l'ancien ministre de Tanzanie, et beaucoup de soutien de fondations importantes, et aussi l'engagement des jeunes de l'Union africaine, des jeunes femmes de Tunisie, qui ont été nos conseillères très dynamiques aussi dans ce groupe. Nous avons également impliqué 20 personnes expertes, des praticiens connus, des universitaires du monde entier qui ont soutenu les recommandations du rapport, qui les ont appuyées. Nous avons passé du temps à visiter des pays accueillant des réfugiés. On a parlé aux personnes déplacées, là où elles étaient. On a visité des camps, des sites, des villes en Bangladesh, en Éthiopie, en Tanzanie, et la liste est infinie. Nous avons également parlé avec les populations qui hébergent les réfugiés, qui acceptent ces réfugiés, la plupart du temps avec bienveillance, des personnes qui ont donc un impact sur leur économie. J'aime rappeler que on était dans une salle de rencontre de Allen Rock qui rappelait que c'est un travail qui est fait sur le terrain, ce n'est pas dans des salles, de belles salles de réunion, et je pense que ça a été indiqué et présenté dans nos recommandations du rapport. Nous avons également ici un panel extraordinaire pour parler du rapport. Notre président, Lord Axworthy, qui n'a pas besoin d'être présenté, je pense. Lloyd était l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il veut une présentation, de toute évidence.
Donc, où commencer? Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'immigration et des réfugiés, où il a appris de ces questions en première ligne. C'était l'un des architectes principaux dans ces changements. Quand on voyage dans le monde, les gens se rappellent de ce qu'il a fait. C'était une initiative très importante canadienne à propos des mines antipersonnes. Il sait comment présenter les questions les plus importantes. Paul Hangbacker, qui est modérateur des panélistes, il a une carrière très distinguée qui s'est terminée à New York de plus d'une façon que l'une. Peut-être qu'il faudrait expliquer ce point, mais de toute évidence, dans ce poste, mais aussi comme ministre adjoint, comme sous-ministre pour la sécurité internationale et le travail sur les mines antipersonnes. Jessie Thompson, qui est directrice à Care Canada, l'une vraiment, je dois le dire, l'une des personnes les plus dynamiques de ce comité, qui nous rappelle constamment l'importance des questions sur le genre dans notre travail, dans l'organisation des événements, et qui nous rappelle à chaque fois ce qu'il faut faire de la façon la plus directe possible. Jessie est vraiment une contributrice formidable dans le travail du Conseil. On a aussi Lusna Dured, qui est ancien réfugié, qui est également une négociatrice experte avec les casques blancs. Elle va nous dire ce qu'elle pense vraiment du rapport. Jean-Nicolas Boussa, qui est représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Ottawa. Pour la plupart d'entre vous, lui et l'équipe du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais aussi Genève, ont énormément soutenu notre travail. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec toutes nos recommandations, mais il me semble qu'ils étaient assez satisfaits de ce que nous avons produit à la fin de notre travail intense. Et enfin, Alex Nive, qui est président de Amnesty International ici au Canada. Alex a joué un rôle vital pour nous sortir de notre zone de confort quand on parle d'un conseil. Nous avons eu beaucoup de rencontres dans les différents bureaux d'Amnesty International Canada et Alex nous a énormément aidés dans le monde aussi. Il y a deux personnes, James Molnar, directeur de la recherche, qui a vraiment permis aux professeurs universitaires de faire un travail intéressant pour le soutien au conseil, et Alan Rock, qui est le conseiller juridique d'après les papiers, mais il faudrait dire qu'il a été aussi un conseiller tout simplement. Il a eu un rôle vital, notamment dans mon rôle de président. Merci à tous les deux pour votre travail formidable. Paul, je te cède la parole. Si tu n'es pas obligé de te lever, tu peux t'asseoir, rester assis. Tu n'as pas à présenter les différents panélistes. Tu dois respecter néanmoins le temps, donc tu dois demander aux panélistes de respecter leurs limites de temps pour que le public puisse participer. Eh bien, 2 ou 3 choses. La première, c'est que nous avons dépassé le temps alloué pour le premier panel. Deuxième chose, c'est que je pensais qu'il y avait une vidéo dans ce programme. Donc, permettez-nous de présenter cette vidéo. Je veux juste dire une chose sur Lloyd, mais je le dirai après plutôt. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais le monde n'a compté autant de personnes déplacées pour cause de persécutions et de conflits.
et le faible soutien apporté aux réfugiés et déplacés internes a des conséquences tragiques. Face à la montée de la xénophobie et du nationalisme extrémiste, les nations ferment leurs frontières à ces réfugiés, souvent perçus comme une menace à leur sécurité. D'où la nécessité d'une nouvelle approche pour s'attaquer aux sources du problème, à savoir une crise de leadership et l'absence de volonté politique. Mais pour obtenir l'appui des populations, les décideurs doivent d'abord démontrer qu'ils peuvent sécuriser les frontières et gérer l'immigration. La communauté internationale doit définir une approche globale axée sur le partage des responsabilités, l'aide aux pays d'accueil et un meilleur soutien aux réfugiés et déplacés internes qui fuient la violence et les conflits au sein de leur propre pays. Les responsables de ces déplacements doivent en subir les conséquences et ne peuvent rester impunis. Quant aux pays donateurs et aux États concernés, ils doivent rendre compte de leurs engagements à l'égard du système international de protection des réfugiés. Car chaque année, les pertes en engagements financiers non remplis se chiffrent en millions de dollars, alors que les coûts du soutien aux réfugiés augmentent constamment. Cette situation doit cesser. Nous devons faire respecter ces engagements et créer des modes de financement novateurs avec l'appui du secteur privé. Fondé sur les principes du Pacte mondial sur les réfugiés des Nations unies, le Conseil mondial pour les réfugiés est un organisme international indépendant composé de dirigeants et de conseillers politiques, de chercheurs, d'experts et de représentants de la société civile. Son action est centrée sur 4 volets clés du système international de protection des réfugiés: la volonté politique, l'obligation de rendre compte, le financement et la gouvernance. Son rapport, Appel à l'action, transformer le système mondial d'aide aux réfugiés, est le fruit de plus de 2 années de recherche et de rencontres tenues dans le monde entier avec des intervenants clés, y compris des réfugiés. Il trace la voie d'une réforme majeure et formule des recommandations à la fois audacieuses et pragmatiques. L'application de ces recommandations nécessitera toutefois le soutien et le leadership de nombreux groupes et parties prenantes, notamment les pays d'accueil, les pays avancés et donateurs, les organisations de la société civile, le secteur privé, les spécialistes, ainsi que les réfugiés et les personnes déplacées internes. Car plus de la moitié des réfugiés sont des femmes et des jeunes filles qui ont désespérément besoin de protection. Leur leadership est indispensable. C'est pourquoi le Conseil mondial pour les réfugiés a mis sur pied un nouvel organisme collaboratif, agile et inclusif qui favorisera l'application concrète de ces recommandations. Merci de lire le rapport. N'hésitez pas à vous engager. D'accord, donc je vais participer. Je ne vais pas ajouter à notre retard, je vais passer la parole directement aux panélistes. La seule chose que j'ai à dire sur Lloyd, rappelez-vous de sa présentation, ça m'a rappelé une histoire de Henry Kissinger qui était présenté à un événement très important à New York. Et le modérateur a dit, maintenant, c'est le temps de présenter un homme qui n'a besoin d'aucune présentation, mais qui les aime néanmoins. Donc, je vous cède la parole, Lloyd. Je pensais que vous alliez dire davantage, mais bon, je me contentais de ça. Merci. J'espère que tout le monde a ou bien lu le rapport, ou pense à le lire, ou que tout le monde a une bonne idée de ce qu'il y a dans le rapport. Il y a 50 recommandations, donc il y a beaucoup d'éléments, mais les grandes lignes ont été établies. Ce sur quoi je me concentrais, c'est probablement les questions les plus pointues ou difficiles. Le plus souvent, ce sont des problèmes ambigus qui entrent dans un processus qui crée de nouvelles idées, des solutions, des initiatives et comment gérer les pratiques qui existent dans le monde. Et il y a une variété de décideurs politiques
des bibliothèques qui ont un ensemble de recommandations, des propositions de changement, de réforme, des idées innovantes, une restructuration. La question est comment ces éléments passent d'une idée qui germe à en rapport avec un problème mondial important et passe donc à une solution, trouver une réponse. Et je pense que l'un des problèmes que nous avons traités dans le rapport, surtout au Conseil, on a passé beaucoup du temps à y penser, c'est considérant le nombre d'experts dans le monde qui essayent de créer de nouvelles politiques. Il y a toujours des gens qui sont dubitatifs sur la possibilité de passer à l'action selon leurs principes. Mais il y a aussi de nouvelles voix qui essayent d'éviter la toxicité de certains systèmes politiques. Il y a 2 jours, à New York, il a été dit que une situation comme celle que nous vivons n'a jamais été vécue, tant d'animosité, tant de criminalisation des réfugiés, des migrants, etc. Donc le problème est gérable. Ce qui n'est pas gérable, ce sont les politiques. Et je pense que depuis le premier jour, quand les Nations Unies ont commencé les discussions, tout le monde savait qu'il y aurait une mobilisation plus importante politique requise sur les questions en rapport avec les réfugiés, les migrants, qui sont souvent accusés des pires maux tels que l'importation de drogue ou le trafic ou de prendre même l'emploi des personnes. Il y a bien sûr une montée de la droite, en particulier en Europe, et cela devient de plus en plus une partie du vocabulaire du président des États-Unis. Et cela entre petit à petit dans nos conversations quotidiennes. Il y a ces lois qui, par exemple, veulent restreindre l'accès aux réfugiés. Pour moi, c'est contraire à ce que l'on doit faire. Les promesses du Premier ministre, où je pensais qu'elles étaient uniques et particulières, eh bien, elles font un pas en arrière. Donc, il y a une échelle. Et il n'y a pas un groupe de mauvais, mais il y a plutôt une continuation de ceux qui passent un leadership efficace vers d'autres qui font tout pour s'aborder le système de réfugiés mondial. Et cela couvre plusieurs nuances. Mais le problème maintenant, ce serait quelle réponse faut-il donner à cet état de fait. Il s'agit de trouver les champions de la cause qui vont mener à bien la mise en application des réformes et vers un changement de paradigme. Vous avez mentionné brièvement comment est-ce qu'on quitte ce point de vue. Pour moi, l'une des choses les plus fascinantes, c'est que dans les 1920, une idée plus novatrice à l'époque était d'établir un système de tribunaux internationaux que les personnes, non pas les gouvernements, mais les personnes soient tenues responsables de crimes commis. Vous savez, il y a des gens qui disent non, on a le système juridique westphalien qui dit j'ai fait ce que le gouvernement m'a exhorté de faire. Mais ce qui était intéressant, d'ailleurs, s'il y a un livre que vous devez lire cette année et qui peut vous garder adoré, c'est Philip Sansom, c'est East West Street. Quelqu'un a entendu parler de ça? Ah, ben, j'aurais bien voulu amener ma copie. Philip Sansom dit
C'était d'abord un historien de l'Université de Cambridge, donc des bons antécédents. Il voulait savoir ce qui est arrivé à sa famille juive en Europe au cours de l'Holocauste. Cette explication a commencé d'abord en Ukraine, et puis ensuite c'est devenu l'Allemagne, et puis c'est devenu russe. Donc, de toute façon, et sous l'administration polonaise, c'était connu comme le système Limburg. Et puis, c'était sur la rue Jagielski. Et dans cette rue en Pologne, il y avait Rich Podkas et sa famille, et puis il y avait Raphaël Limpkin de l'autre côté et sa famille. Ils avaient même âge, tous nés dans les années 1920. Ils allaient à la même école de droit, ils ont connu les mêmes professeurs de droit, ils avaient 3 années d'écart. Et puis, pour raconter l'histoire, Robert Koch est devenu un universitaire distingué qui a su convaincre le procureur de Nuremberg qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait appeler crime contre l'humanité. C'était une usité, un nouveau crime, mais un crime desquels répondaient les individus et non pas les groupes. Il a pu parler à Rebel Jackson, donc tous ceux qui étaient à Nuremberg, et leur dire que quoique vous n'ayez pas un code criminel à partir duquel le procès de Nuremberg aurait pu être basé, c'est dû à ces personnes. Nuremberg qui venait de quitter la Pologne et qui est passé par l'université Duke et qui avait pu avoir une nationalité que les Suédois leur avaient donnée et qui a aidé à fuir des Allemands et du gouvernement de Hitler. Et il a aidé à prouver qu'il y avait une manière industrielle, concertée, organisée pour éliminer un groupe d'individus. Donc, Limburg est allé contre les personnes au gouvernement, des acteurs étatiques et non étatiques qui ciblaient un groupe de personnes avec leur violence. Ça pouvait être des femmes, des juifs, les gitans. Et c'est ce qui a été depuis appelé crime de génocide. Et cela émanait du tribunal ou du procès de Nuremberg. Donc il est important de voir que deux des idées les plus importantes du siècle passé étaient de faire en sorte que les individus répondaient des crimes commis contre d'autres individus et que ces deux personnes venaient de la même rue, de l'ouest de l'Ukraine, de la même université. Et cette idée émanait de deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne s'aimaient pas par la fin. Parce que quand ils ont commencé à avoir une concurrence par rapport aux crimes de l'humanité contre les crimes de génocide, mais c'est là deux personnes qui étaient d'antécédents. On parle d'un professeur qui cherchait de l'aide pour les réfugiés, un professeur qui a échappé en passant par un train à Vladivostok et puis il a atterri à Vancouver et puis il s'est retrouvé à Duke, un long périple. Il a trouvé la définition du génocide qui fait l'objet d'une convention internationale ainsi que les crimes contre l'humanité sont inscrits dans les statuts de Rome. Parler de traduction, parler de faire avancer une idée. Et d'abord, il y avait un besoin, n'est-ce pas? Voilà mon point. Quand on va être impliqué dans une entreprise de cette envergure, il faut se dire que vous aurez besoin, ces documents que nous avons ne vont pas simplement être des documents de lecture pour des universitaires troisième cycle, mais c'est plutôt un appel à l'action. Je crois que mes collègues seront d'accord que c'est ce que nous visons. Et cela a requis un certain accommodement parce que nous venions tous d'expériences diverses, mais nous voulions répondre au mandat qui nous avait été conféré. Et certains des auteurs, Alex Neves, Paul Fenn, et en fait,
il a été dit qu'il va falloir entreprendre quelque chose pour que cela porte fruit. Il n'y a pas une crise de réfugiés, il y a une crise de gouvernance. Et nous n'avons pas les mêmes problématiques étendues de collaboration. Quand j'étais ministre de l'immigration, nous avons plus de 20 pays qui travaillaient sur les réfugiés par bateau. Et l'établissement, le réétablissement était accepté comme principe par tous. L'argent requis était un concept accepté et la coordination était acceptée. On voulait que le Fidji devienne un bon pays. Et ça a été les prémices de ce que nous avons commencé. Il a fallu avoir des champions de la cause pour que cela marche. Et les gouvernements étaient préparés pour dépenser de l'argent afin de répondre aux enjeux. Mac Malloy, qui était l'historien, il faut lire son livre, nous sommes dit, il n'y a pas de problème avec les trafiquants parce que nous amenons de la nourriture et des gens par avion de Singapour. Il y a 3 bases. Et nous payons leur déplacement pour ne pas qu'il y ait cette interférence criminelle pour ces réfugiés. Mais cela a requis un financement avec de bons résultats, de bonnes opportunités. Le rétablissement n'était pas vers les pays voisins, mais c'était à l'Australie, au Canada, au Royaume-Uni de prendre leur part de réfugiés. Je ne pense pas que de nos jours, le système pourrait être décrit de cette manière. Le but de ce rapport est de nous faire penser aux prochaines étapes. Où nous dirigeons-nous? Comment est-ce que nous pouvons rentrer dans cette boîte noire de politique telle qu'elle s'est faite aux Nations Unies, dans les chancelleries, dans les salles de direction et autres? Comment est-ce que on peut avancer? Et c'est en donnant une nouvelle architecture qui nous conférera une meilleure capacité pour faire face aux grandes problématiques qui sont dans notre futur. Quiconque aurait lu le rapport sur le climat la semaine dernière comprendra que nous ne parlons pas seulement de doubler le nombre de personnes déplacées dans la mi-décennie à venir. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que des gens trouvent notre travail un peu confus. Mais nous sommes prévalus du libellé du réseautage. C'est un emprunt du développement numérique, mais avec de vraies applications, parce qu'il y a pléthore d'exemples, y compris l'accord de Paris, qui essaye de recouper plusieurs intervenants du monde des affaires, du gouvernement, société civile, des gens qui travaillent sur des enjeux de l'impact du changement climatique, et que ces gens vont parler de ce qu'il faut faire des gens qui sont forcés de quitter leur petite île de quelque part qui est paradisiaque et ils doivent survivre quelque part au Nebraska. Comment est-ce qu'on peut faire? Il nous faut ce réseau de coopération, mettre l'accent sur des solutions spécifiques. Certains d'entre nous ont su que l'année dernière, Aldo Valle, le sénateur, qui au Conseil a présenté une législation sur les actifs gelés. Voilà, un libellé fort. Et là, on peut se dire oui. On peut réussir cela. Les sénateurs vont essayer de créer un réseau pour ça. Moi, je viens de l'Ukraine, où sur le même enjeu, ils ont dit, voilà comment est-ce que on peut mettre la main sur les conquêtes et l'occupation de Poutine à l'est de la Russie. Aller vers les gens qui prennent cet argent et toucher-les. Bon, moi, je pense qu'il s'agit d'établir des liens sociaux. C'est quelque chose qu'on peut inscrire dans le système de réfugiés, avoir des fonds conséquents, établir des partenariats entre les pays hôtes et les réfugiés qui arrivent. Il faut qu'il y ait cela parce que le financement ne viendra pas d'ailleurs. La gouvernance en ce moment-ci
et là à payer les dividendes de l'ère Reagan et Thatcher. Il n'y a pas d'argent pour autre chose que les pipelines et les projets d'infrastructure. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Voilà ce que les gens veulent. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Et je pense que voilà le grand saut, la grande confiance dont on doit faire preuve. Pour être engagé dans quelque chose de ce genre, il faut qu'il y ait des intervenants qui ne sont pas seulement engagés, mais qui sont prêts à mettre des ressources envers le travail qui se doit d'être fait. Et donc, voilà une optique assez large. Nous avons, bien entendu, du pain sur la planche. Nous nous sommes engagés dans le cadre de notre programme pour trouver plusieurs manières novatrices de faire en sorte que les réfugiés participent dans les décisions qui les incombent. C'est ce que nous avons fait au CMR. Et les membres de notre conseil, 3 membres, essayent d'étudier cette éventualité. Parce que, à mon avis, ce serait le témoignage ultime contre ceux qui ne pensent pas que les réfugiés puissent gouverner, puissent avoir un système de gouvernance pour eux-mêmes. Et cela pourra changer toute la narrative au fil du temps. Et il ne s'agit pas de dire eux, il s'agit de dire nous tous. Et il y aura d'autres domaines du côté financier, économique, par rapport aux personnes déplacées. Il y a une plateforme dans ce pacte mondial Nations Unies qui nous appelle à agir. Nous avons des membres dans notre conseil qui vont faire le suivi. 3e domaine technologique. Moi, je fais du travail pour un ami. Cela veut dire qu'on ne me paye pas. Mais pour ce qui est de la formation internationale et le fait que notre politique sur l'éducation internationale a pour but de faire pousser, d'amener ici les meilleurs, les plus brillants, les plus formés ici. On ne fait pas venir ici les personnes vulnérables. On voit que la moitié du lot de réfugiés est composé de femmes et d'enfants. Mais il nous faut faire face aux besoins de ceux-ci. Sinon, on va créer des problèmes pour mes petits-enfants. C'est de bons enfants. Je ne veux pas qu'ils se trouvent dans les tranchées. Voilà ce que moi j'ai à dire. Je pourrais peut-être, je sais que j'ai traîné un peu, mais je prends ma prérogative de président et je m'en suis prévalu. Je crois que tout l'enjeu est que nous avons besoin d'avoir une optique qui nous permet de faire comment est-ce que le faire et comment s'y prendre, comment s'impliquer. Et si nous pouvons commencer à édifier ce nouveau paradigme, cette nouvelle lancée, je crois que le problème, quoi qu'il pourra prendre de l'envergure, nous nous dirons, ce n'est que l'extension de nos initiatives au lieu d'essayer de tout inscrire dans la Convention de 1951. Voilà raison pour laquelle j'apprécie fortement le fait que le CRDI nous ait donné cette opportunité de faire la présentation de ce qui, à notre avis, seraient les prochaines étapes. J'espère qu'il pourrait y avoir une discussion. J'espère n'avoir pas pris tout l'oxygène. Merci beaucoup. Je pense que on aura une certaine souplesse, j'espère, à la fin. On va rester un peu plus longtemps. Sans plus d'attente, on va présenter Jessie. Jessie Thompson va prendre la parole. Je veux juste dire que non seulement elle est conseillère, mais elle est maman et aussi conseillère. Elle est les deux. Oui, je fais plusieurs choses en même temps. Et vous n'imaginez pas pourquoi j'ai dû garder ces gens en ligne parce qu'ils ne suivaient pas nécessairement les consignes. Je vais parler de certaines des recommandations dans le rapport qui se concentrent sur les réinstallations des communautés et le rôle de prendre les questions de genre, d'âge et de groupes ethniques en considération. Je pense que la plupart d'entre vous savent que ce n'est pas un problème du Nord.
La 3/4 des personnes réfugiées ne vivent pas dans des camps, ils vivent dans des emplacements où ils sont déjà déplacés. 88% des personnes sont dans des pays de revenus faibles ou moyens et nous savons que sans soutien, eh bien, l'impact de ces flux de réfugiés sur ces pays est excessif sans le soutien de la communauté internationale. Et ce soutien efficace, cette approche meilleure pour s'assurer que les communautés d'accueil et les réfugiés sont pris en charge était centrale dans notre rapport. Je pense qu'on a vu des progrès essentiels au cours des 10 dernières années, ce qui est vraiment inspiré et je suis très motivée par ça, par cette volonté politique qu'il y a dans le monde, mais indépendamment de ce progrès, le Conseil des réfugiés a entendu au cours de nos conversations avec les pays d'accueil, c'est qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas au meilleur de la situation parce que la communauté internationale leur demande de faire davantage pour permettre davantage de droits aux réfugiés, de donner plus d'opportunités, l'accès à la terre, la liberté de mouvement, sans soutien additionnel qui vient des pays riches du Nord. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce que l'on fait. Regardons le Canada dans ce contexte. Les Canadiens se sont un petit peu retirés. Et je dois dire qu'il y a eu un leadership formidable, mais les Canadiens ont aussi résisté. Et récemment, les discours m'ont inquiété. On a vu une politisation de notre rôle pour les réfugiés. Hier, comme disait Lloyd, il y a eu un développement des politiques qui n'est pas particulièrement intéressant. Et pourtant, cela se produit à un moment où on n'a pas de crise nous-mêmes au Canada. Et les pays comme l'Ouganda ont généreusement accueilli des centaines de milliers de réfugiés en chiffres absolument faramineux, avec des politiques inclusives et pourtant ils n'ont pas le soutien dont ils ont besoin et qu'ils méritent parce qu'ils accueillent des réfugiés. Ce n'est pas une situation acceptable et on doit changer notre discours au Canada et peut-être changer notre point de vue là où la crise vraiment se situe. Donc dans ce rapport, nous avons voulu compléter ce point de vue en identifiant des voies concrètes de mobiliser des soutiens précis. Cela veut dire des financements plus prévisibles, par exemple pour se retirer un petit peu du système de contribution de financement volontaire, également en poussant l'AMF et le WTO pour qu'il y ait davantage de systèmes, par exemple pour la dette. J'ai vu les pays comme la Jordanie qui étaient un petit peu aveugles aux presque un peu moins de 1 million de réfugiés qui vivent là-bas et l'impact que ça a sur les réfugiés, l'impact aussi sur les structures de base de services. Il faut vraiment penser à ce qui se passe dans ce pays parce qu'on pense aux réfugiés, on pense à une chose temporaire. 20 ans plus tard, ce n'est plus une crise, c'est une réalité qui doit être incluse dans les considérations sur comment soutenir et aider le développement dans les pays à revenus faibles ou moyens. Donc, on doit créer de nouvelles plateformes pour le financement et pour le soutien financier. Dans le rapport, on a parlé de nouvelles voies pour compléter, par exemple, les progrès qui se font et aussi des façons innovantes de le faire. Je pense que ce qui est clair, c'est que l'accueil des réfugiés doit être accepté ou compris comme un défi à long terme. Donc, il faut faire face aux besoins des réfugiés et aux communautés d'accueil de façon intégrée pour faire face à ce déséquilibre mondial et pour le faire de façon juste et significative, il est nécessaire de changer de façon significative. C'est certain qu'on ne va pas le voir rapidement dans la façon dont les pays du Sud ont la volonté d'accueillir des réfugiés, même s'ils ont été très généreux. Eh bien, cela ne pourra pas se faire pour toujours, cet accueil des réfugiés.
Je parle aussi de la réinstallation des réfugiés. C'est un lien fondamentalement. Je ne suis pas loin de ma fin, mais je vais essayer de parler un petit peu plus longtemps, même si je n'ai pas le droit, parce que j'ai des points importants à dire. La question suivante est une question de réinstallation des réfugiés qui est liée au soutien des pays d'accueil, parce qu'il y a une responsabilité de partager des outils, partager ce poids qui a été montré dans les pays d'accueil, mais ça représente moins d'1% des solutions pour les réfugiés dans le monde. Et c'est très, très dommage parce que ça ne peut pas s'améliorer dans les prochaines années, hélas. Et ce que le rapport essaye de voir, c'est on a 10% des personnes réfugiées qui sont réinstallées. C'est critique parce qu'une fois qu'on arrive à ces chiffres vraiment significatifs, la réinstallation des réfugiés n'est pas nécessairement un outil pour partager les responsabilités, pour soulager le poids des pays d'accueil. Et enfin, l'un des points que le rapport essaye de faire, et c'est très important, c'est de commencer à penser comment aller au-delà d'une solution bateau pour tous les cas. On doit inclure différentes considérations dans notre travail avec les réfugiés et cela est en rapport avec notre réponse des besoins individuels dans le terrain, mais ça s'applique aussi à la gouvernance et la redevabilité. Quelles sont les implications fondées sur le genre dans ce que l'on fait? Dans les crimes contre l'humanité, eh bien, l'aspect du genre n'a pas été adéquatement traité. La justice pour les femmes survivantes de violences fondées sur le genre est relativement correcte, mais il reste énormément à faire. Nous avons certes poursuivi en justice certains crimes, mais nous ne sommes pas concentrés sur la violence fondée sur le genre. Je pense que la campagne que nous avons réalisée a montré que les femmes et les enfants font face à l'exploitation et aux abus par les mêmes personnes qui doivent les protéger. Donc même si les gardiens de la paix sont critiques pour aider les gens qui veulent retourner à leur pays d'origine, cela représente un danger pour les femmes et les enfants. On doit vraiment avoir des politiques basées sur le genre pour aider ces personnes qui sont les premières victimes. Notre prochain panéliste est Mousna Jury. Bonjour. Il y a très peu de temps pour parler de la moitié de mon pays qui est déplacée. Je suis Mousna, je demande le statut au Canada de réfugié. Vous savez que la plupart des personnes qui demandent l'asile au Canada sont sorties du programme des réfugiés. Quand on parle de la politisation des réfugiés, j'ai été en Turquie quand il y a eu le coup. Et je suis restée dans ma maison pendant une semaine sans sortir de chez moi, juste parce que, comme tous les problèmes qui se produisent dans les pays du tiers-monde, ils parlent des réfugiés, oui, mais j'étais en Turquie aussi le mois passé et j'ai vu que les élections municipales, que toutes les campagnes promettaient la répatriation des réfugiés syriens qui reviendraient en Syrie, donc. Mais même en Europe, beaucoup de pays parlent de répatriation. Mais la question est, en l'absence d'armes, eh bien, il n'y a pas l'implication ou ce n'est pas équivalent à l'absence de conflit. Les Syriens qui sont recherchés par le régime syrien, eh bien, il y a un très grand nombre de personnes qui sont recherchées et je fais partie de ces personnes.
Et le retour volontaire des réfugiés est impossible dans ces situations-là. J'aimerais aussi parler de la criminalisation des chercheurs d'asile, des demandeurs d'asile. En Grèce, 500 jeunes Syriens sont en prison. Ils sont... simplement parce qu'on essaye de les arrêter quand ils essayent de traverser la frontière. Le mois passé, il y a eu beaucoup de nouvelles. On a parlé de la guerre entre les États-Unis et le Mexique, mais personne ne sait qu'en Turquie, il y a aussi une guerre entre la Syrie et la Turquie en 2016. Et ce n'est pas parce que c'est peut-être une nouvelle qui intéresse les gens, mais ou bien ce n'est pas important pour le monde, eh bien on n'en entend pas parler du tout. Finalement, la semaine passée, j'ai reçu un prix pour un plaidoyer extraordinaire au nom des réfugiés et des droits de la personne. Et j'ai dit que le statut de réfugié, c'est un statut, ce n'est pas une identité. Peu ont le choix. Il n'est pas simple de quitter son pays et de traverser dans le monde pour s'établir dans un pays qui n'a rien à voir avec vos racines. Dans le monde entier, les gens sont forcés à prendre des décisions extrêmement difficiles, celles de quitter leur propre foyer et de chercher la sécurité quelque part ailleurs. Les réfugiés sont jugés sur leurs échecs s'ils ne peuvent pas réussir là où ils arrivent, passer des examens, trouver un emploi, faire de l'argent et utiliser les opportunités qui leur sont données, qu'ils les méritent ou pas. Ils sont des victimes, mais jamais considérés comme des humains à titre entier, complètement. Il y a eu une intervention morale quand ils ont sorti avec les casques blancs notre équipe, le gouvernement russe, ISIS et le gouvernement syrien. Ils ont décidé de réinstaller ces gens-là au Canada et dont je faisais partie. Ils auraient été tués ou arrêtés en Syrie. C'est un exemple de comment les États peuvent partager les responsabilités et protéger les défenseurs des droits de la personne, surtout quand ils font face à des situations difficiles ou des situations qui mettent en danger leur vie. Donc, merci pour ce que le Canada fait. Nous apprécions cette intervention qui a été faite pour aider notre équipe. Nous savons que la même situation se produit peut-être au Yémen ou au Sud-Soudan ou ailleurs. Et nous espérons que ça va se faire et qu'il y aura une voie légale qui permettra d'aider ces gens-là plus rapidement. Merci beaucoup. Perfect. Parfait. Jean-Nicolas, merci beaucoup. Et je peux rassurer tout un chacun que nous sommes complètement partie prenante si le Conseil pour les réfugiés mondial a lancé un appel envers nous, envers les différents partenaires internationaux, des partenaires locaux, la société civile et tout le reste, de financer mais la question ici, Monsieur Axworthy, c'est comment changer cette optique gouvernementale de passer du financement discrétionnaire vers quelque chose de plus important. Et quand on pense au système des Nations Unies, nous nous rendons compte que ce système onusien est toujours en manque de financement pour un financement que les pays veulent encore, que les États ont besoin de cela pour les réfugiés, les revendicateurs de statut.
Et il faut qu'il y ait des cultures, il faut qu'il y ait des prestations pour les citoyens au sein des États. Donc de là, il y a manque de consensus quant à l'apport à apporter à l'extérieur. Et le Conseil était en Tanzanie à un moment donné, et là, on a vu qu'il y avait des milliers de réfugiés burundais n'avaient plus accès aux bons alimentaires parce que ceux-ci n'avaient pas été financés. Et on parle aussi du HCR qui pense à un moment donné qu'il faut un retour volontaire au Burundi quand le gouvernement tanzanien parle de partage du fardeau. Je crois que c'est important qu'on le dise ainsi. C'est une question de sémantique avec une optique de deux côtés de l'enjeu. Et puis, maintenant, la Banque mondiale, finalement, se met dans la discussion. Il parle d'ouvrir la porte vers les prêts de concession dans des pays à moyens revenus pour pallier au mouvement de réfugiés. Le Canada a pu ainsi avoir un prêt pour le Bangladesh. Et on voit que le Conseil mondial pour les réfugiés va vers les enjeux de dette. Alain Rock et le sénateur Mitva poussent aussi ces enjeux au Canada. Je crois que l'enjeu de la communauté haute, tel que Jessie l'a dit, est très importante est un enjeu très important pour maintenir l'engagement de la communauté à la lumière de l'engagement de leur gouvernement. Je crois que je mettrai l'emphase sur les communautés. Il est important que la communauté préconise que les portes restent ouvertes, que les frontières restent ouvertes. Je vais peut-être m'éloigner un peu de ce que mon chef a dit au Conseil de sécurité. C'est vrai qu'il y a une réalité xénophobe, mais c'est la réalité en Occident. Et nous, tel que Jessie aussi l'a dit, il n'y a que 15% des réfugiés ou des revendicateurs de statut de réfugié ou de ceux qui sont établis, qui sont venus ici. Ne perdons pas d'optique. La réalité au Liban, il y a une communauté qui se préoccupe, oui, mais quand on regarde les communautés au Bangladesh, Tanzanie est un peu plus difficile, mais disons au nord de l'Ouganda, vous avez 1 million, et ce chiffre peut-être pourrait être contesté, mais on parle de Sud-Soudanais en Ouganda. Et là, on fait face à une ouverture d'esprit de ces communautés, une preuve de solidarité. Bien entendu, ne voyons pas tout de notre propre optique. Moi, je partage les inquiétudes de Lloyd et de Josie, et puis Alex aussi en parlera face à ce qui arrive au Canada, le discours public, le discours médiatique, l'approche de certains politiciens, face à notre capacité de reconnaître que nous ne faisons pas face à une crise. Nous avons les moyens et la capacité. C'est plutôt d'ailleurs bénéfique pour le Canada de recevoir ces revendicateurs du statut de réfugié et ces réfugiés. Je crois que quand on regarde le besoin politique, nous ne pouvons pas être à l'encontre de cet enjeu. Nous devons être présents sur la scène internationale. Donc, quand nous regardons deux enjeux, rétablissement, oui, c'est symbolique, c'est très important. Ça ouvre aussi les yeux de la communauté qui accueille ces réfugiés. Mais je sais que je rencontrais un ministre des Affaires étrangères qui, au moment où le Canada recevait 26 000 réfugiés syriens, a arrêté de mentionner le Canada comme étant un grand sauveteur. Et un cinquième de mon pays a le fardeau de réfugiés. Je crois que
nous devons maintenir le rétablissement basé sur la vulnérabilité. Mais il nous faut regarder les voies économiques parce qu'ici, le Canada a beaucoup de choses à offrir parce qu'il y a plusieurs projets et nous essayons de voir le talent au-delà des frontières, Jumpstart, plusieurs initiatives qui sont des modèles qui vont changer la narrative quant à la réception de réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir en tenant compte de la vulnérabilité, mais il nous faut regarder les choses un peu plus différemment. La voix des réfugiés, la dernière chose que je voudrais mentionner, et c'est lié à la diversité. Je crois que le pacte a été bien traduit dans le fait qu'il y a une intégration dans le cadre légal et social du pays d'accueil. Il y a eu des efforts pour consulter les réfugiés, les déplacés et le pays hôte pour parler de gouvernance mondiale. Ici, nous essayons de nous référer à ce qu'Alex a dit, le forum pour les réfugiés. Et là, nous posons la question, jusqu'où nous voulons intégrer la voix des réfugiés, des personnes déplacées dans la discussion. Quel genre d'espace leur serait donné? Quel genre d'appui politique recevront-ils? C'est peut-être plus aisé pour un pays tel que le Canada, beaucoup plus ardu pour des pays qui sont aux avant-postes de la réponse, parce que parfois, il y a une implication politique à conférer une voix politique à une collectivité qui est accueillie dans le pays. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité d'être ici. Je voudrais commencer par reconnaître l'honneur qui m'est donné d'avoir cette discussion sur le territoire non cédé à Algonquin, parce que quand on parle de frontières de déplacement d'êtres humains, je sais qu'ici, il y aura un rappel dont nous voudrons bien nous souvenir dans le cadre de la discussion mondiale sur le déplacement. Je voudrais aussi remercier d'être ici après un voyage, comme celle a dit, j'étais autour de la table quand nous reconnaissons l'urgence de cet enjeu. Et je suis heureux d'avoir eu la chance d'être ici, pas à la fin peut-être de ce voyage, ce cheminement, mais peut-être de début d'un autre parcours. Vous savez, j'ai été à certains endroits où cette réalité se joue réellement. C'était à la frontière mexico-états-unienne et puis l'autre lors de la crise, la frontière du Bangladesh, la crise Rohingya. Donc, il y a tellement de voix que je voudrais que l'on entende dans cette salle, d'autres voix autres que la mienne. Et donc, je vais essayer de prendre 1 minute pour vous parler de mes voyages, de mes expériences et aussi véhiculer des messages qui vont résonner à la lumière de là où nous sommes aujourd'hui. À la frontière mexicaine et états-unienne, j'étais avec une ONG qui était à Tijuana et on nous a demandé de pouvoir accompagner 3 groupes qui venaient du Guatemala et allaient faire leur demande de statut à San Isidro. Et c'était un voyage ardu, beaucoup de barrières et aussi la complicité mexicaine qui faisait tout pour empêcher qu'on arrive à la frontière. Et puis ensuite, une confrontation avec les agents frontaliers américains qui refusaient de prendre la demande de revendication de statut de ces 3 personnes. Et ils se sont dit qu'ils étaient nulle part. On nous a menacés, on nous a
menti, on nous a menacé d'incarcération. Il a fallu que pendant 3 heures, nous ayons une confrontation avant qu'ils ne permettent à ces 3 personnes transgenres de passer et de pouvoir remplir leur requête. On a dû d'ailleurs nous assurer qu'il y avait un membre de notre délégation avec eux pour s'assurer que le formulaire était bien rempli. Et par la suite, cette personne est revenue nous voir et nous a rendu compte que oui, le formulaire était bien rempli, oui, il faisait partie du système de revendication et oui, nous étions tous heureux. Ensuite, nous nous sommes remémorés en fin de soirée que nous avions 3 personnes transgenres qui avaient revendiqué leur statut de réfugié, qui se retrouvaient dans une prison froide, un centre de détention américain. Puis je vais vous parler de Mohamed Daki, qui est le cas de 3 jeunes Rohingyas nés au Bangladesh, de jeunes réfugiés qui se sont retrouvés en Bangladesh en 92, qui ne sont pas reçus comme citoyens du Myanmar, qui n'ont jamais eu le statut dans le pays où leurs parents sont nés, jamais de citoyenneté au Bangladesh, où ils n'ont jamais eu de statut de réfugié qui leur confère le droit de travailler, de se déplacer ou d'avoir accès à l'éducation formelle. Et ces réfugiés ont pu néanmoins être matriculés dans des écoles et avec une possibilité d'avancer socialement. Et puis un jour, il y a eu un jour en janvier, on a eu la déclaration pour dire les Rohingyas, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ne pouvaient plus continuer à fréquenter les écoles au Bangladesh. Bibi, qui est plus sage que ses 13 ans, nous a dit, à plus d'égards, ce qui est beaucoup plus cruel que d'avoir tout cet apprentissage qui m'est refusé, c'est de savoir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de financement, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants, c'est à cause de qui je suis, et ce à 2 égards, parce que je suis Rohingya, parce que je suis réfugié, et ces 2 statuts ne me confèrent aucun droit. Mohamed qui a 27 ans et qui a fréquenté une école technique pour étudier le TI, a pu, lui, créer une organisation pour revendiquer les droits des réfugiés dans le camp. Et tout à coup, il a dit qu'ils ont des droits. Il leur faut donc réclamer ces droits parce que personne ne le ferait à leur place. Bien entendu, aucun d'entre eux ne peut retourner au Myanmar. Leurs espoirs pour être de vrais réfugiés au Myanmar est en perte de vitesse et ils se demandent où aller pour avoir droit à une vie juste. Et vous pouvez voir qu'il y a eu un échec, et d'ailleurs j'ai échoué moi à vous l'expliquer. Il y a toutes sortes de messages qui résonnent avec les résultats de la recherche du Conseil ainsi que les recommandations qui préconisent. Avant tout, de ces 6 voix dont je vous ai fait écho, je peux être sûr que nous sommes tous d'accord que où que nous aillons, où que la réforme du Conseil mondial pour les réfugiés serait, ou que le pacte mondial pour les réfugiés nous mènerait, tout ce qui sera fait doit être ancré dans la reconnaissance qu'il s'agit avant tout de droits de la personne, de manquement à ce droit, et qu'il nous faut entreprendre le cheminement, même à mi-chemin, et que cela ne saura être fait si nous ne mettons pas les réfugiés dans ce que nous entreprenons à chaque étape. Et le Conseil en est bien conscient. Ensuite, ces expériences viennent de la réalité de frontières fermées et de responsabilités non assumées. Nous voyons dans beaucoup de ces recommandations du Conseil des initiatives à l'instar d'innovations qui ont pour but de nous faire passer cela, ouvrir nos frontières et finalement nous donner des opportunités de faire
face au manquement que nous avons de 1951, qui est que les conventions ont des promesses de coopération mondiale, mais cela ne se réalise nullement et au contraire, nous nous éloignons de cela. Ce que je voulais dire, voilà ces deux choses. Je lance un défi à nos collègues de la société civile. Soyez autour de différents forums. Il nous faut être transformatifs, ou nous ouvrir au niveau discours, au niveau dialogue et savoir que tout ce que nous entreprenons s'inscrit dans le droit de la personne. Et ensuite, au Canada, il est important de savoir que c'est un moment important pour le Canada pour qu'il continue sur sa lancée. Je crois qu'il est important de voir que le Canada s'est fait champion de la cause du Conseil et que son travail ne fait que commencer. Il est important que le Canada soit présent tout au long de cette lancée. Il nous reste beaucoup de travail à faire, mais aussi, deuxièmement, un côté plein de défis. Il nous faut continuer à bâtir sur nos acquis. Nous en sommes parfois trop autosatisfaits en tant que nation quand il s'agit de protection des réfugiés. Et d'ailleurs, comme des personnes l'ont dit, je suis encore ébahi à voir ces dispositions au milieu dans le discours contre le budget qui va à l'encontre des réfugiés. Vous savez, le Canada, nous ne sommes pas toujours prêts à aller au bout de nos engagements. On n'a pas toujours mis au défi. Nous avons des milliers de personnes qui traversent les frontières américaines, parler à l'Ouganda, parler au Bangladesh de ce qu'on entend par vraie crise. Et sommes-nous contradictoires dans ce sens? Oui, nous avons été des leaders, mais nous n'avons pas été leaders tels que nous avons dû être. Il est temps que le Canada puisse vraiment joindre le geste à la parole. Merci. Yes, there are Il y a des micros des deux côtés de la salle. On a 40 minutes de trop. Je pense que c'est mon plus grand échec de tous les temps de gestion de panélistes, d'un panel en particulier. On doit partir bientôt. Les micros sont ouverts. S'il vous plaît, identifiez-vous. Je suis Adriana Gové. Je suis pour Immigration, Citoyenneté Canada. Merci pour ce panel si inspirant. Ma question est en rapport avec les déplacements liés au changement climatique. Est-ce que vous avez des pensées sur comment les pays peuvent répondre mieux sur les déplacements liés au climat extrême et au changement climatique, bien que le changement climatique ne soit pas reconnu comme une raison pour de l'aide, mais aussi dans la protection des réfugiés et la gestion des mouvements, des déplacements des personnes. Donc, je serais très intéressée par votre réponse. Ce que j'allais dire, c'est que s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je vais prendre 3-4 questions et les rassembler, les réunir. Comme ça, on aura plus de temps. Merci, je suis Adrienne De Giovanni. Je travaille ici à CRDI, dans l'équipe de gouvernance et de gestion. Je n'ai pas entendu parler de personnes déplacées dans leur propre pays. Il y a beaucoup de communication sur les réfugiés, les déplacements nord-sud. Mais le problème des personnes déplacées dans leur propre pays pose un problème sur comment gérer les flux migratoires et comment les atteindre avec l'aide humanitaire. C'est une approche particulière, donc ce serait très intéressant d'entendre votre opinion et puis comment équilibrer la prévention des flux migratoires et aussi aider ceux qui se trouvent dans cette situation dans les différents pays et les différentes localisations géographiques. Merci. Il semblerait que nous n'avons que 2 questions. Voilà la 3e question. Bonjour, je suis Kayla Mintz. Je suis dans une campagne pour la protection des réfugiés.
Merci pour Jessie d'avoir parlé de la protection des personnes, surtout avec les gardiens de la paix. Vous savez que c'est un problème au-delà des Nations Unies. L'année dernière, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a eu des allégations sur un certain nombre de ses membres du personnel. Il y a des défis sur l'accès liés à leur protection, pour comment faire le pont pour justement combler ces lacunes qui existent dans le système actuel. Bonjour, je suis Katiane Valandi, je travaille avec Initiative. Je suis moi-même réfugiée. J'ai deux petites questions. Tout d'abord, je me demandais, le rapport est très bien, mais quelles sont vos pensées sur la mise en œuvre de cette action et quel est votre processus conceptuel à ce propos? Et la deuxième question, c'est qu'il semblerait que nous parlions de la gestion des flux de réfugiés, la gestion des réfugiés, mais je n'ai pas entendu parler des raisons pour lesquelles les réfugiés fuient leur terre d'origine dès le départ. Donc, quelle est votre pensée sur la connexion entre la prévention des conflits et la gestion des conflits et comment intégrer cela à la réponse pour la crise des réfugiés? Parce que si on ne le fait pas, on aura de plus en plus de personnes qui vont fuir leur terre d'origine en raison des violations aux droits de la personne et des conflits dans leur terre d'origine. Donc, lier les deux, et les pays d'accueil de l'Ouest, ils ont parfois eux-mêmes la perpétration de certaines violences aux droits de la personne pour une série de raisons. Donc, voici mes deux pensées. Qui voudrait répondre? Lloyd? Je vais prendre la dernière question. Le rapport en soi est très spécifique et il détaille les systèmes de sécurité pour offrir des mesures d'allègement ou de solution au conflit, la cause primaire ou la cause secondaire. Je vais revenir après, mais la plupart des réfugiés sont la conséquence de conflits pour de l'argent, pour des raisons qui sont connues seulement de leur psychiatre parfois. Le Conseil de sécurité, ce système est ancien. Il est peut-être un peu plus jeune que moi, mais ce système ne fonctionne pas. Et on est arrivé à un point où le veto n'est plus une soupape de sécurité, comme c'était censé l'être au départ. Maintenant, c'est utilisé comme arme pour les avantages politiques selon les différents conflits. Le Conseil de sécurité est incapable actuellement de parvenir à des accords. Il y a des accords rhétoriques, oui, mais il a également autorisé 17 différentes opérations de protection de la sécurité en Afrique du Sud. Mais en termes de ressources, en termes de personnes qui s'engagent, les gardiens de la paix, il n'y a pas de force des Nations Unies quand ils agissent. Et avec le Conseil de sécurité, eh bien, nous avons changé la cible de non-interférence à dire que les gardiens de la paix ont un mandat de protection des civils. Adamson, Armstrong, il a demandé 40 000 personnes. Il a protégé 40 000 personnes et on l'a gardé dans l'agenda du Conseil de sécurité sur la protection des citoyens. Et nous avons réalisé
qu'il y avait un énoncé de souveraineté qui disait il ne faut pas intervenir. On a changé cet énoncé, c'était un début, mais il reste beaucoup à faire. Mais il y a une régression depuis. Donc on fait des sanctions, on a de la rhétorique, on écrit, mais on agit peu. Je pense que c'est un problème. Et ce qui se produit avec les exemples, avec Kofi Annan, quand il est parti du secrétariat, il fallait faire une médiation au Kenya, il l'a fait néanmoins et il est arrivé à la paix pendant cette période. Et c'est revenu le conflit quand il est parti, mais il y a énormément de choses qui peuvent être dans la gestion des conflits. Mais comme le dit le rapport, on ne peut pas faire de la reddition de comptes par rapport à ces conflits. Oui, on peut faire un suivi, on peut avoir une liste d'accords, mais comment remplacer ça? Eh bien, ce serait un problème. L'une des choses auxquelles on croit qui aurait un impact, c'est de pouvoir faire face aux immobilisations, parce que l'une chose est claire, c'est que les seigneurs de la guerre, leurs familles, leurs complices et leurs protecteurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on leur dise qu'ils ne puissent pas aller à Paris pour faire du shopping, qu'ils ne puissent pas aller à un match de football ou de soccer parce qu'ils ont eu des répercussions par rapport à ce qu'ils faisaient. Si vous pouvez enlever l'argent de ces gens qui restent assis dans les banques, eh bien, ce serait une action bien positive. Si vous pouviez prendre la moitié des 20 millions de dollars qu'ils ont dans leur compte bancaire et vous pouviez l'investir dans les victimes, eh bien, vous auriez un impact bien plus grand sur la société. Ça, c'est un point. Les crimes de violence qui ont été liés notamment au casque bleu, eh bien, il faut des enquêtes criminelles aux Nations Unies avec un rapport au secrétariat. Et les résultats de cette enquête n'ont pas été rendus publics. Les gens ont peur parce qu'il y a beaucoup de gardiens de la paix qui ont vraiment un traitement très rudimentaire, les casques bleus, parce que ça aide le système à progresser. Mais si on regarde le rapport, je pense que on est la première commission, le premier conseil qui a dit qu'il faut parler de personnes déplacées dans leur propre pays. Il faut réécrire un protocole pour la 51e convention pour avoir un mandat de protection des personnes déplacées dans leur propre pays. Mais le concept de réponse à cela, qui est pour ces personnes, justement, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays sont nécessaires. Il faut les inclure plutôt dans le rapport. Et donc, je pense qu'on doit commencer à travailler là-dessus et aussi à avoir les PDIP dans des situations où ils pourraient être, leur témoignage pourrait être utilisé. Parce que, par exemple, ce qui se produit en Russie, il y a eu beaucoup de personnes déplacées, mais en raison des oligarques et des raisons économiques, eh bien, il faut faire face à ces situations aussi. Il nous faut beaucoup d'avocats. Et enfin, sur la migration et le changement climatique, vous êtes intéressé. J'étais dans une rencontre il y a 2 semaines avec David Suzuki, qui m'a appelé. On se connaît bien que nous ne soyons pas intimes. Et il disait que ce serait intéressant que les personnes qui s'inquiètent du changement climatique et qui s'inquiètent des réfugiés ensemble, les mettre ensemble et travailler pour une solution commune. Et on commence
en ce sens. David a une capacité de communication extraordinaire et je pense que c'est un domaine où il peut y avoir des changements et la gouvernance le reconnaît. Parce que sinon, ce serait un effet secondaire, tertiaire, où les réfugiés, les PDIP en Syrie, c'était un rapport avec la gouvernance, mais c'était aussi parce que c'est un domaine qu'on doit mieux considérer. Si je dois choisir une question à traiter, eh bien, ce serait celle des PDIP. Et ce serait mon thème principal de traitement de ces conflits et de ces situations. Je pense que Lloyd a répondu à tout. J'ai une réponse sur les PDIP, les défis qui se posent. Les PDIP existent car les frontières sont fermées, parce que si les frontières étaient ouvertes, les PDIP seraient hors des frontières. Et ils sont exclus de l'aide humanitaire des personnes au niveau local, mais aussi de la population réfugiée. Ils sont dans une situation floue, grise. Quand on parle de la Convention de protection des droits de la personne de Genève, il y a un cadre légal qui doit être conçu pour eux. Donc on a besoin d'accords ou d'une commission pour les PDIP. Il n'y a pas de solution sans cadre légal pour les protéger. Juste un point sur les PDIP, ce problème de souveraineté, l'accès à l'aide humanitaire. Si vous regardez par exemple la situation de la Colombie, c'est assez symptomatique sur ce qui se pose avec les PDIP. Pour beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes qui travaillaient sur les droits des personnes, de la justice. Au Venezuela, il y a eu 1 million de PDIP. L'attention de la communauté internationale des bailleurs de fonds a complètement changé. Et maintenant, au Venezuela, il y a 1 million de PDIP. En Colombie, il y a des réfugiés qui font un retour au pays volontaire ou pas en Colombie. Donc, il y a beaucoup de PDIP. Donc, je veux juste vous dire que c'est une question de volonté politique, de financement que l'on pose. Parce qu'on peut négocier l'accès humanitaire, mais il faut trouver une solution pour la population, pour les services notamment. Le changement climatique n'est pas reconnu comme question importante, mais c'est pourtant considéré comme l'une des questions clés. Nous savons que certains des conflits qui augmentent les conflits entre les groupes ethniques, les minorités persécutées, c'est un rapport à l'accès aux ressources naturelles, que ce soit de l'eau ou autre chose. C'est un lien avec la dangerosité liée à l'environnement. Donc, c'est toujours là. Nous savons que c'est un élément dans la raison pour laquelle les gens sont reçus d'une certaine façon. Au Bangladesh, il y avait un problème lié au climat. On a entendu parler des éléphants notamment. On sait que ça fait partie de la façon dont on doit modifier les choses, le fait d'intégrer les questions climatiques. Il faut donc voir l'impact, la réponse que l'on a, les causes de fond. On l'a dit, avec le haut-commissaire aux réfugiés, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens qui s'occupent des questions humanitaires s'occupent des problèmes politiques. Il y a un manque de volonté politique de sécuriser ou d'assurer le développement et d'un point de vue de la justice sociale, par exemple, des différentes communautés. Pour nous qui luttons pour les droits de la personne, c'est important. Il y a aussi les attentes sociales.
RAM était aussi partie de ce groupe. Eh bien, avec les ONG, nous avons davantage de contacts avec les réfugiés, avec de nombreux partenaires des Nations Unies. Nous sommes concentrés sur les mécanismes, c'est insuffisant, nous le savons. Je sais qu'on a beaucoup parlé des femmes et des filles, mais les personnes handicapées ou les personnes ayant une déficience mentale, les personnes âgées aussi, à risque, sont à inclure. On parle toujours de cette histoire d'argent. Une fois, pendant que je vivais au Liban, on m'a demandé de choisir une cause. Fermer un refuge pour survivantes de viol ou aider les gens avec un diabète. Si je fermais ce refuge, eh bien, comment les femmes victimes de viol iraient trouver de l'aide? Donc, il y a beaucoup de concentration sur le genre, mais les sous-secteurs sont qui s'occupent, par exemple, des personnes non concernées par les questions de genre, eh bien, sont encore moins financés que les personnes victimes de violences fondées sur le genre. On doit protéger les personnes qui viennent avec une plainte particulière. Bien que j'aimerais répondre à chacun des points, je vais juste répondre rapidement à la première et la dernière question. Tout d'abord, merci d'avoir parlé de la prévention des conflits. Je ne peux pas être plus d'accord que vous et cela fait partie de la protection des droits de la personne. En ce qui concerne le changement climatique, deux points. Tout d'abord, la réponse à cette question est immense, mais c'est justement pourquoi c'est important. Pourquoi les approches innovantes mondiales sont essentielles pour aller de l'avant avec une approche beaucoup plus adéquate pour la protection des réfugiés. Les défis de 2019 sont importants, mais ceux de 2020 sont encore plus importants. Je suis légèrement en désaccord. Oui, le changement climatique n'est pas considéré comme étant la base dans la convention de 1951, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent pour les personnes qui fuient leur terre d'origine, parce que les lois sur le changement climatique, l'impact sur qui ressent ce changement climatique, eh bien, est vraiment en rapport avec la Convention sur les réfugiés, les nationalités, les opinions politiques sont intégrées, on le voit dans certaines décisions, face à certains tribunaux dans le monde. Il y a beaucoup d'avocats qui vont continuer à amener ces arguments. Le changement climatique, oui, c'est plus important que ce que les gens pouvaient concevoir en 1951, mais cela ne veut pas dire que la Convention n'est pas pertinente à ces besoins de protection que vous mentionnez. Donc, je pense qu'on arrive à la conclusion de ce panel. 20 minutes de retard. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Merci beaucoup. Je suis Colin Dog et je suis leader du programme de justice sociale et de gouvernance. On a travaillé beaucoup avec ce conseiller et pour organiser cet événement, je veux simplement vous remercier infiniment. D'abord, aux différentes panélistes ici présents pour ce qui est, je le pense, une conversation très inspirante aujourd'hui sur l'appel à l'action. Je veux simplement dire que l'appel à l'action est ce rapport qui a été produit est vraiment un document extraordinaire. C'est la première fois, je pense, qu'on voit une plateforme de ce type qui met en exergue des actions véritables
entre guillemets, pour solutionner le problème des réfugiés, mais qui a une perspective intersectorielle qui est très important parce que pendant plusieurs années, on a parlé de comment les personnes dans le développement et dans les droits de la personne où les activistes réagissent, les différents silos, comment des solutions peuvent être mises en place. Et ce dont on a besoin, c'est de solutions intégrées. Et je pense que vous avez vraiment trouvé des solutions intégrées avec ce rapport. Je vais essayer de résumer les points clés de ce panel. Je vais mettre en exergue 2 points en particulier. Monsieur Axworthy, vous nous avez rappelé de l'importance d'un cadre légal international sur le rôle qu'il joue, comment cela se fait. C'est un rapport avec les solutions de plusieurs personnes qui décident de faire quelque chose pour un problème important. Donc pour moi, c'est important d'avoir un cadre juridique mondial. Donc l'appel aux actions, oui, vous avez souligné des questions importantes sur comment faire face au fait que le monde est différent de 1951. C'était un élément législatif ou juridique différent. Et je pense que l'appel à l'action est effectivement une approche pragmatique pour trouver des outils juridiques, comment les groupes de protection des droits de la personne peuvent agir. Jessie, merci infiniment de nous rappeler l'importance des approches différentes sur l'âge, la diversité, sur le genre. Un rappel de tous les panélistes de sortir des contributions volontaires. Pendant plusieurs années, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les organisations de protection des droits de la personne ont eu le poids financier de cette aide. Donc je pense que c'est effectivement très important de le lier à la réforme des Nations Unies et d'aller au-delà des contributions volontaires. J'apprécie également la contribution de Jessie sur certains des aspects économiques, la gestion, le commerce, pouvoir changer les choses avec l'Organisation mondiale du commerce, ce genre de choses dont on peut parler de façon tout à fait intégrée. Jean-Nicolas, merci de souligner les voies économiques et la possibilité de mobilité dans le travail. Il faut effectivement trouver des solutions créatives pour la réinstallation des réfugiés et trouver des solutions pour les réfugiés plus innovantes. La voie économique semblerait très positive et je pense que le Canada, notamment, pourrait le faire. Merci aussi d'avoir aussi souligné la situation dramatique. Merci Mouzna. La semaine passée, nous avons fait un événement sur la sécurité des jeunes. C'était un rapport que nous avons produit. Beaucoup de personnes, pendant cette rencontre de la semaine passée, nous ont rappelé de la problématique de considérer les jeunes comme une menace encore, les jeunes radicalisés, les jeunes comme menace pour le lendemain, alors que c'est un changement positif. La plupart des jeunes ne font pas partie des activités de radicalisation. Ils essayent de construire leur communauté dans les pays. Donc, une grande partie de cela, c'est de regarder les réfugiés jeunes comme faisant partie de la solution et non pas faisant partie du problème. Donc, c'est un point important. Alex, les droits de la personne, c'était évidemment au centre de votre discours. À l'anniversaire du génocide du Rwanda, eh bien, effectivement, j'ai entendu un discours cette fin de semaine à CBC qui rappelait de l'importance de voir le déplacement des personnes dans leur propre pays, comment ces choses doivent être intégrées dans la défense des droits de la personne.
Et enfin, je veux conclure en disant que la dernière partie de la conversation autour de la prévention des conflits et l'interconnectivité des causes en lien avec les réfugiés et le déplacement des personnes, c'est quelque chose que nous analysons au CRD parce que nous avons un programme de santé, un programme de changement climatique, un programme de justice. Donc, nous essayons de voir ce sujet important de migration forcée en raison de pandémie ou en raison de marché, de crise financière importante. Le Venezuela est un cas où il y a eu vraiment une crise économique grave qui a un effet important sur la population. Donc, je pense que cette conversation sur les causes des problèmes et leur interconnectivité est essentielle. Juste pour terminer, je pense que cet appel d'action avec l'Organisation mondiale du commerce, pour aller de l'avant, nous devons maintenant voir des solutions locales et nous sommes très intéressés dans ce sens au CRD à le faire. Et pour nous, je suis revenue après 2 ans de travail sur le terrain en Colombie. Je suis revenue au CRDI et je dois dire qu'ils ont la population la plus élevée de PDIP au monde. Maintenant, il y a des réfugiés qui viennent de la frontière, des pays qui sont limitrophes. Donc cela revient à la question de la fragilité. Lorsque l'on parle de pays récipiendaires et de communautés, on doit penser à ce que cela signifie. Quand on parle d'aide internationale, travailler avec des pays pour résoudre leurs problèmes. La Colombie, pour moi, est l'étude de cas parfaite parce que un pays comme la Colombie, qui d'ailleurs fait partie maintenant des cas les plus importants, eh bien, si on traite la Colombie, eh bien, on pourra avoir une solution pour les autres pays. Merci à tous les organismes ici présents et aux panélistes et à vous tous, membres du public, d'être venus aujourd'hui. Merci.